Bien, bonsoir tout le monde. On attaque la 23e séance avec cet exercice de conversion. Alors, je vous laisse réfléchir à l'exercice 1. C'est un petit exercice de conversion, histoire de revoir les méthodes. Ensuite, on enchaînera avec les fonctions. On parlera de fonctions affines et fonctions linéaires. J'ai une date à vous donner avant qu'on attaque l'exercice 1 et avant que j'oublie. Donc, le prochain mercredi, c'est le 5 mars. Et donc, le 5 mars, ça sera la date de notre deuxième sujet blanc. Donc, vous aurez le sujet blanc déposé dans Teams ce mercredi, hein, donc qui arrive, le mercredi 5 mars. Je vous laisse le temps de le composer, comme pour le premier. Une fois que c'est terminé, donc vous me scannez votre document, vous me l'envoyez par mail et je le corrigerai et peut-être on le corrigera aussi lors de la prochaine séance, donc qui aura lieu du coup le 12 mars. Notre prochain live. Donc le prochain mercredi, c'est le sujet blanc. Donc ça sera le 5 mars. Et le 12 mars, on verra ce qu'on va faire. Ou on part sur une leçon parce que la date quand même de l'examen approche, ou bien on corrige le sujet blanc. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou est-ce que j'ai été assez clair? Oui, c'est clair, C'est merci. clair. Oui, c'est bon. Bon, c'est parfait. Allez, je vous laisse réfléchir à ces petites conversions. Ensuite, on corrige. Vous savez que les conversions sont des exercices, des questions qui tombent tout le temps, hein. Vous avez tout le temps des conversions à faire. Et donc, il ne faut pas hésiter à poser des questions si vous avez un doute sur une méthode ou une technique euh, pour convertir des grandeurs.
Alors, est-ce qu'on peut corriger les premières ou pas? Dites-moi. Oui. Alors, 36 décilitres par minute. Comment on va procéder pour convertir ça en centilitres par heure? Pour décilitres en centilitres, on multiplie par 10 et de minutes en heures, on divise par 60. Ok. Est-ce qu'on va faire ça à la fois? On va en même temps ou... Moi, je fais en même temps, en fait. Je mets en égal à 360 litres sur un soixantième. Ok. Donc, vous passez de 36 décilitres directement en centilitres? Oui. Ok. Enfin, multiplié par 10. Pour convertir, donc, quand on multiplie par 10, on passe de quoi à quoi? On passe de décilitres De à... décilitres à centilitres. Ok. Est-ce que tout le monde est d'accord avec la méthode? Moi, j'ai bien peur que ça génère des erreurs si on fait d'un coup. Non? Moi, je ne sais pas faire du tout. Ah, Moi aussi. ok. Bon. Alors, bah, il y a plusieurs façons de faire. On va aller, la méthode de Lynn, elle va bien, hein, mais je préfère aller doucement pour que tout le monde en fait, arrive à destination. D'accord? Donc, je vais faire un petit tableau pour essayer de convertir déjà les décilitres en litres. Alors, est-ce qu'on peut convertir des décilitres en litres sur le tableau? Oui. Ça veut dire, oui, Ça se trouve avant, alors, litre. 36 décilitres, c'est un dixième du litre. Oui. Donc, dixième, on a divisé par 10. Par Donc, 10. Par ça fait 10. 3,6. Ouais. Donc, on est à 3,6 litres. OK. Donc là, on est revenu au litre. D'accord? Maintenant, si je veux réfléchir au centilitre, on fera le tableau après, hein, sinon. Hein. Le centilitre, un centième de litre, un centilitre, c'est 0,01 litre. Tout le monde est d'accord. Oui. Et un litre, c'est combien de centilitres? 100. Exactement. Donc, dans ce sens-là, on va diviser par 100, centième de litre, centilitres. J'ai oublié un centilitre ici. Mais si je vais passer dans l'autre sens, un litre, c'est 100 centilitres. Tout le monde suit là, jusque-là? Oui. Ces deux passages, il faut savoir le faire sans problème. Donc 36 décilitres, 3,6 litres. Si je veux passer à des centilitres, je passe de litres à centilitres. Donc je vais multiplier Par 100. par 100. D'accord? Voilà. Donc ça, si j'ai pas envie de faire le tableau de conversion. Donc ça veut dire que 36 décilitres par minute, pardon, donc fois 100, ce qui va me donner 360 centilitres. Donc, c'est-à-dire, on est passé de 36 décilitres à 360 centilitres par minute. Mais sauf que le problème, moi, je cherche des centilitres par heure. Et bien là, c'est pareil. Je vais enlever le tableau, on fera un tableau après. Donc maintenant, il faut savoir convertir des durées, quoi. Hein. Alors, bah, la conversion classique, c'est 1 heure 60 minutes. Ça veut dire quand j'ai des heures et je veux passer en minutes, je multiplie par 60. Le problème, moi, j'ai des minutes et je voudrais passer à des heures. Donc, ben, 1 minute, c'est combien d'heures? Comment je vais faire pour convertir 1 minute en heure? Ben, c'est 1 sur Dans l'autre 60. sens. Voilà, c'est 1/60e, on est dans la base 60. Hein. Donc, on va diviser par 60. Donc, dans ce sens-là, si vous voulez, dans l'autre sens, hein, si je reviens en arrière, vous allez diviser par 60. OK? Donc, 360 centilitres par minute,
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais passer des centilitres par heure. Et maintenant, il ne faut pas se louper. Combien ça va nous donner? Là, je vais faire mon petit tableau de proportionnalité. Là, je n'ai pas besoin de cette conversion pour le moment. Dans certains cas, oui. Mais là, c'est juste de la proportionnalité. Regardez ce que je vais faire. Ici, j'ai 360 centilitres par minute. D'accord? C'est-à-dire 360 centilitres en une minute. Et je voudrais passer à 60 minutes. C'est ça l'histoire de l'heure. Hein. Donc, qui est égal à 1 heure. Et donc, ce passage-là m'impose une multiplication par 60. 60. D'accord? Oui. Qui va nous donner combien? 21 600 litres par heure. 21 600? Oui. Donc, est-ce que je vais pouvoir l'écrire ici? Non, 360. Je vais écrire 360 160 multiplié par 60. 60. Et je vous laisse faire le calcul. C'est le principe 21 que... 600. Voilà. 21 600, je vais le mettre ici. Donc, 21 600 centilitres par heure. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme conversion? D'abord, on a converti ces décilitres dans la bonne unité. Après, le passage de minute à heure, c'est juste le tableau de proportionnalité hein, qui nous permet de se ramener à ça. Je vous laisse passer à la deuxième et essayer de réfléchir avant de vous lancer. D'accord? C'est toujours une histoire de conversion. Ah oui, je vous ai promis le tableau. Est-ce qu'on est... Alors, bon, on va le faire quand même. Hein. On va essayer de convertir du coup. C'était quoi qu'on a converti? 36 décilitres en centilitres. Oui. C'est parti. Je vais faire un petit tableau. On va se décaler un peu. Donc, dans mon tableau, je vais mettre la colonne centrale, c'est des litres. D'accord? Donc, un tableau, c'est rapidement fait. Hein. Alors, une fois que vous avez placé votre litre, donc maintenant, il faudra réfléchir où est-ce que je mets les décilitres, millilitres, centilitres, etc. Et décalitres. Décalitres, c'est 10 fois plus, donc je vais mettre à gauche. Donc ici, c'est décalitres. Son symétrique de l'autre côté, c'est le dixième du litre, c'est-à-dire le décilitre. Ensuite, on se décale d'une rangée, on multiplie par 10 toujours. Et donc, hectolitres à gauche. Oui, et à droite, c'est centilitres. Voilà. Hectolitre, c'est une unité souvent utilisée dans tout ce qui est liquide. Hectolitre, liquide, vin, l'huile, etc. Et de l'autre côté, on sera en centième de litre, centilitres. Donc 100 fois plus, 100 fois moins. 10 fois plus, 10 fois moins. Et ça, c'est l'unité. On va essayer des rappels. Donc du coup, je voudrais convertir 36 décilitres. Donc l'unité décilitres, donc toujours le chiffre des unités dans la bonne unité. D'accord? Donc le 6 ici, il doit être dans la colonne des décilitres. Le chiffre des unités dans la bonne unité. 36, que je voudrais convertir en centilitres. Donc mon chiffre des unités, maintenant, il doit être dans la colonne des unités des centilitres. On rajoute Et un voilà, 0. ça fait 360 centilitres. Voilà pour ce tableau de conversion qui est valable pour les grammes, les mètres, etc. OK? Oui. On passe au deuxième. Donc, deuxième conversion, 90 centilitres par mètre carré, pardon, à convertir en millilitres par décamètre carré. Donc là, on change tout. Voilà, donc on passe de 90 centilitres par mètre carré et ensuite convertir ça en millilitres par décamètre carré. Procéder de la même manière. On verra après ce que ça donne. Allez, je vous laisse réfléchir. Essayez de le faire, c'est important. Hein. Alors. Donc, il y a de la proportionnalité, il y a de tout. Hein. Dans ce genre de conversion, il y a plusieurs méthodes pour y arriver. Et en résumé, il faut avoir la vôtre. Hein.
Chacun va procéder par une façon, mais voilà. Alors, je vais peut-être effacer le milieu là. Ou le ou pas. On va le faire à côté. Donc 90 centilitres à convertir par mètre carré, à convertir en millilitres par décamètre carré. Alors, qu'est-ce qu'on commence par faire là? On peut convertir des centilitres en millilitres. Millilitres, oui. Du Ça va coup, nous donner ça va nous donner 900 millilitres. 900 millilitres. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui, OK. Donc, 1 centilitre, c'est 10 millilitres fois 10, 900 millilitres. On est toujours par mètre carré. Alors maintenant, il faudra passer à des décamètres carrés. Alors, comment va-t-on procéder? On fait un tableau de conversion. Allez, faisons un tableau de conversion. Alors attention, là, on est en mètres carrés, hein. On, C'est pas on des fait mètres, hein. d'abord le tableau et après on va les diviser les cases. OK, on va diviser. Donc, ici, c'est des mètres, du coup, si je suis en linéaire. Oui. Donc, décimètres, De l'autre côté, c'est décamètre. décamètre. On va s'arrêter là. On va doubler. Oui. Alors, je vais peut-être mettre une autre couleur pour montrer que c'est à l'intérieur. Voilà, on va doubler les colonnes. Et maintenant, on est passé en décamètre carré. En unité d'air, pardon. Voilà. Et donc 1 mètre carré, du coup, ça fait combien de décamètres carrés? Ça fait 100. Ça fait 100? 100. Non, Si je un, rajoute un un autre zéro. centième. Ça fait 1 Ah centième, oui, c'est puisque vrai, il faut le mettre. décamètre est ici. Je me suis Donc trompée. et on va revenir, vous voyez, donc dans chaque colonne, dans chaque unité, vous avez deux colonnes. La colonne des unités, la colonne des dizaines. Donc toujours la même formule, le chiffre des unités dans la colonne, dans la bonne unité, dans la bonne colonne unité, hein. Donc le 0 est ici, on met une virgule. Donc ce qu'on sait maintenant, c'est que 1 mètre carré est égal à 0,01 décamètre carré. Ok. Voilà. Et alors? On doit faire comme tout à l'heure un petit tableau. Oui. Et du coup, on doit faire 900 millilitres Donc je fais un petit fois, tableau. Donc j'ai 900 millilitres fois par mètre carré. est-ce qu'on doit Et, faire 900 millilitres fois et je voudrais, 0,01? bah, je ne sais pas. Ah, Et je voudrais passer à combien de volume par décamètre carré? Le tableau, il est là.
Et alors? Du coup, ça nous donne 9. 9, Pourquoi 90 9? 000. Ouais, j'ai trouvé 90 000 millilitres. 90 Ah 000. bon? Oui. Et t'as fait Pourquoi? 900 fois quoi? 900 fois 100. 900 fois 100. Pourquoi 900 Ah, fois 100? ok. Parce que, en fait, je fais selon ma manière. En fait, je fais pas de tableau. En fait, c'est dans la tête, je sais pas. Ouais, Et voilà, je fais comme tout à l'heure, en fait, la même procédure, c'est-à-dire que je convertis tout de suite en haut et en bas. Donc, ça fait 900 ok, millilitres sur 1 centième. Donc, 1 centième, du coup, je renverse, en fait, et ça fait 900 multiplié par 100. ok. Alors, regardez, on va réfléchir maintenant, hein. Donc ça, on va supposer que ça, c'est 1 mètre carré, d'accord? Donc ça, c'est 1 mètre carré. Donc je vais mettre 1 mètre par 1 mètre. Pourquoi pas, hein? On va supposer, ça, c'est 1 mètre, d'accord? Et donc ce que je viens d'assurer ici, c'est 1 mètre carré. On est d'accord? Oui, oui, Bon. Pour couvrir ce mètre carré, on va dire, on a consommé 900 millilitres de peinture. oui. OK? Et maintenant, on voudrait savoir 100 fois plus, ça veut dire que combien de peinture me faut-il pour 1 décamètre carré? Le décamètre, c'est 100 fois plus grand. 100 fois plus grand que le mètre carré. D'accord? Ça, c'est votre mètre carré. OK? Donc, ici, le passage, en fait, c'est là où il ne faut pas se planter. Le passage de cette colonne à cette colonne, c'est là où tout se joue. D'accord? Donc, en effet, il nous faut 100 fois 100 enfin, Mais, voilà, pour convertir. 10 fois 10, en fait, ce qu'il nous faut 100. Alors maintenant, le passage de 1 mètre carré à 1 décamètre carré, c'est là où il ne faut pas se planter. c'est une mesure inférieure. Du coup, pourquoi on fait fois 100? Décamètre Vu que carré, le c'est pas une mesure Non, inférieure, c'est supérieur. d'accord? Donc en Ah fait, ici, oui, purée, c'est il faut moi qui me savoir, suis trompée. voilà, donc c'est là où on lit. Voilà, on est en train de lire 1 décamètre carré, c'est la même chose qu'on a fait ici, hein, en fait, hein. Donc 1 décamètre carré, ça fait combien de mètres carrés? Oui, mais du Et coup, là, ça nous sert à quoi le 0,01? bah, il faut savoir lire le tableau dans les 2 sens. Eh ouais, d'accord? Ça vous évite de vous tromper là. Donc 1 décamètre carré, ça fait combien de mètres carrés du coup? Bah, je mets Hein. 1 ici et j'arrive au donc cette conversion, en fait, elle se lit dans les 2 sens. Donc passage de mètre carré à décamètre carré, on va multiplier par 0,01, ce qui revient à diviser par 100, d'accord? Donc dans ce sens-là, on a divisé par 100 et dans l'autre sens, on va multiplier par 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 100. 100. Ça vient du fait que 1 décamètre carré, c'est tout simplement 100 mètres carrés. Et donc, vous voyez, on est passé de 1 à 100, on a multiplié par 100. Donc 900 fois 100, ça nous fait 900 plus 2 zéros, ce qui fait 90 000. Toujours millilitres par décamètre carré. D'accord? Bon, il faut le voir aussi dans le sens, c'est pour ça que je vous ai fait cette figure, pour montrer qu'en fait, on va vers le plus grand, donc c'est forcément multiplié et pas divisé. D'accord? Ok. Voilà. OK? Donc c'est ça qu'il faut regarder. Donc on a toujours 2 conversions à faire quand on a une grandeur quotient. Allez, je vous laisse faire celle-là et puis après on va passer aux fonctions, hein, où on fera peut-être 2 autres, je ne sais pas. Donc là, on vous demande de convertir 477 millimètres cubes par seconde en centimètres cubes par heure, pardon. Je voulais vous dire qu'en fait ici, à chaque fois, on est en train de calculer en fait un débit, hein. Un débit, c'est pour ça que j'ai dit air, on peut penser à un débit d'air, d'une climatisation par exemple, hein. Ça projette un certain volume par durée, par minute, par heure, et cetera. D'accord? Donc ça, ce sont des calculs de vitesse, hein. Le débit et vitesse, ça veut dire la même chose.
Le débit, on est en train de calculer la vitesse d'un volume par une durée de temps. Et la vitesse, c'est plutôt une distance par la durée. D'accord? Mais c'est le même principe. Bon, la complexité Ok. ici, c'est qu'on a des unités de volume à convertir ou qui viennent compliquer les choses. Donc 477 mm3 à convertir en centimètres cubes par heure. Alors, je vais la réécrire ici. Peut-être zoomer un peu. Alors, c'était 477. Millimètres cubes à convertir par seconde, à convertir en centimètres cubes par heure. Alors, par quoi on va commencer à votre avis? Par convertir 477 millimètres Millimètres cubes en cubes. centimètres cubes? Moi, j'aurais Oui. converti d'abord. J'aurais d'abord converti en millimètres cubes par heure. C'est plutôt plus simple, naturel en fait. Pour passer des secondes, donc là, je consomme 477 millimètres cubes par seconde. Je vais consommer combien par heure? On fait fois 3600. Voilà, parce qu'on sait qu'une heure, c'est 3600 secondes. Voilà. Donc, on va multiplier 477 par 3600. Je pense que là, il n'y a pas de souci pour tout le monde. Ça fait combien, ça? 477 par 3600. Ça fait 1 717 200. 1 717 200 200 millimètres cubes millimètres cubes par heure. par heure. Alors maintenant, il va falloir convertir en centimètres cubes. Bon, là, c'est pareil. Ou on fait le tableau, ou bien on se rappelle que un centimètre, c'est combien de millimètres? C'est 10 millimètres. 10 millimètres. Autrement dit, 1 millimètre, parce que là, je pars dans l'autre sens, hein, je convertis en centimètres cubes. Donc 1 millimètre, c'est 10, 0,1 ou 10 à la puissance moins 1 pour ceux qui préfèrent utiliser les puissances. 10 à la puissance moins 1 centimètres. C'est la même chose que 0,1 centimètre. Alors maintenant, je vais passer en puissance
3. Bah, je mets tout à la puissance 3. Là aussi. Et là aussi. Ça m'évite de faire un tableau. Du coup, ça donne Donc 10 à la puissance moins, 0,001. ça donne 10 à la puissance moins 3 cm3. Et ça, c'est 1 millième. Je peux écrire 0,0001201 cm3. Autrement dit, pour convertir des millimètres cubes en centimètres cubes, on va tout simplement diviser par 1000. Ça marche pour tout le monde? Oui, Donc, c'est du bon. coup, je vais diviser par 1000. Et donc, diviser par 1000, on va mettre notre virgule ici. Donc, ce qui va nous donner 1717,2 200. centimètres. Bon, les zéros qui sont là sont inutiles. Centimètres cubes par heure. On peut également faire le tableau de conversion des volumes. Comme ça, on est au complet. Donc, du coup, colonne centrale, c'est des mètres. Moi, là, je ne vais pas mettre mètres, je vais mettre centimètres et millimètres. Parce que je n'aurai pas assez de place. Donc là, je vais faire 2 colonnes, comme ceci. Et là, donc, centième de mètre, là, c'est des mètres. Centième de mètre, dixième de mètre, pardon, et centième de mètre. On va passer au cube. Si on passe au cube, qu'est-ce qui se passe? On va On tripler les divise par colonnes. 2, oui. Divise par Voilà. 2 toutes Donc, les... vous aurez 3 colonnes à chaque fois à l'intérieur. Ça vient de cette histoire de dizaines, puissance de 10, qu'on élève à la puissance 3. C'est pareil pour les airs, c'était à la puissance 2, je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Donc, ça y est. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à convertir? 1 717 200. Donc, le chiffre des unités, c'est le 0 qui est ici. Il doit être dans la colonne. Ah oui, mais c'était des millimètres cubes. Oui. J'avais oublié. Donc, je En fait, rajoute en fait, 2. moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai reculé en fait ma virgule de 3 rangs, donc Oui, bien ouais, sûr. c'est plus simple. Ouais. Voilà. Alors, attention à l'histoire de reculer la virgule. En fait, on n'aime pas trop parce que c'est pas rigoureux de dire on recule la virgule. C'est Oui, pas la virgule qui je sais, recule, ouais, ouais, c'est le chiffre des unités. ouais, voilà, tout à fait. D'accord? Mm. Voilà, la virgule, elle est là pour une séparation entre la partie décimale et la partie entière. Mais c'est pas faux, mais on n'aime pas trop, voilà, quand on veut être dans la rigueur, mais tu as tout à fait raison. Mais en fait, j'explique parce que je sais qu'il y en a pas mal qui utilisent que le tableau de conversion. Donc, je l'explique au moins une fois. Voilà, comme ça, c'est fait. Le tableau marche bien, il suffit, si vous le faites correctement, il n'y a pas de souci. Donc, la règle qu'il faut bien écrire, c'est le chiffre des unités doit être dans la bonne unité. D'accord? Donc, le 0 qui est ici, je vais le mettre dans la colonne unité des millimètres cubes. Et après, vous ajoutez les autres. Voilà, comme ça, vous êtes sûr d'avoir mis les choses correctement. Et après, on va convertir en centimètres cubes. Je vais aller lire dans la colonne des unités des centimètres cubes qui est ici. Et c'est là où vous allez séparer la partie décimale de votre partie entière. Donc 1717,2. Là, c'est des zéros inutiles. D'accord? Mais tu as tout à fait raison, Lina. Voilà. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Donc, je l'explique à chaque fois. Il faut que vous-même, vous soyez convaincu de ce que vous faites. Voilà. Que ça a un sens pour vous. En gros, en fait, chacun a sa propre méthode. D'accord? Certains vont être à l'aise avec le tableau, d'autres avec les puissances. Voilà. Voilà. L'idée, c'est de bien faire les choses et les faire dans l'ordre. D'accord? Alors, vous pouvez convertir d'abord celle-là et ensuite celle-là, ou la première. Enfin, voilà. Il n'y a pas d'obligation à bien suivre ce que je viens de faire. Vous voulez qu'on passe à autre chose ou on en fait une autre? On passe à On autre passe. chose. On passe à autre chose? Oui, Vous n'aimez pas les conversions, non. Alors attention, Non, si vous n'aimez pas les conversions,
ce qui va J'ai se passer, fini, moi. voilà, ah, c'est très bien, Lynn. Si vous n'avez pas les conversions, vous allez avoir du mal à les enseigner, d'accord? Et en tout cas, même quand vous allez les enseigner, l'élève va le voir. On va voir que vous n'avez pas envie de faire cet exercice, d'accord? Vous êtes dans l'obligation de le faire. Savoir convertir, ça fait partie du travail d'un élève à l'école primaire, quoi, hein. C'est des acquis à valider, hein, d'accord? Donc ne mettez pas, comme on dit, la poussière sous le tapis, là. Voilà, n'essayez pas de Oui, camoufler vos points faibles, ça va ressortir un jour, d'accord? OK? Et s'il y a des questions, il faut me les poser, hein. Donc, les conversions, c'est le nerf de la guerre, hein, en mathématiques, surtout à l'école primaire. Ça va, jusqu'au collège, hein. Et les élèves souffrent de ça. Ils souffrent parce qu'on n'en fait pas assez. On ne fait pas assez de conversions. D'accord? Donc il faut en faire. Pour être à l'aise, il faut en faire. Faire et refaire. Ouais, se tromper, refaire. Voilà, exactement. Et c'est comme ça que ça va rentrer. Bon, si vous voulez qu'on passe à autre chose, je passe à autre chose, hein, il n'y a pas de souci, hein. Mais bon, vous voyez, c'est pas des choses difficiles. Il faut bien ordonner les choses et ça se passera normalement sans problème. Est-ce qu'il y a des questions avant que je passe à autre chose? Ça va? non. OK. Bien, on va passer donc du coup à la notion de fonction. Alors la notion de fonction, je vais d'abord, faire un petit questionnaire pour savoir si vous avez, des notions, résiduelles ou actuelles de ce que c'est qu'une fonction. Est-ce que vous pouvez me définir ce que c'est qu'une fonction? Moi, je vais mettre un S parce que les fonctions, il y en a une infinité, hein. Enfin une infinité, oui. Alors c'est quoi une fonction? Vous avez le droit de dire toutes les bêtises, hein, ou pas, hein. Comment on peut définir une fonction? Et c'est une droite qui passe ou dans certains cas, elle ne passe pas Ça n'est par, pas une droite. l'origine. Ça n'est pas une droite. Une fonction, ça n'est pas une droite. Si on peut dire une application, non, de X, sur une, fx, c'est-à-dire qu'il y a l'image et l'antécédent, je ne sais pas comment exprimer. Là, on est en train de parler du vocabulaire. Définition d'une fonction. C'est quoi une fonction pour vous? Comment vous Pour pouvez la moi, quand définir? j'entends fonction, je vois Oui, le tableau de variation ouais. avec f de x et Alors, sur tout un ce qui est tableau, quadrillage, tout ce qui est tableau de variation, tout ce qui est représentation graphique, ben, on est dans les représentations d'une fonction. Mais on n'a pas défini ce que c'était qu'une fonction. Alors, je vais vous donner la définition d'une fonction la plus élémentaire. C'est tout simplement un programme de calcul, une machine à calculer. D'accord? En tout cas, c'est comme ça qu'on peut la présenter au collège, au lycée. Programme de calcul, une fonction, une machine à calculer. D'accord? donc Une les machine. petits calculs qu'on donne sur Scratch, ce sont des fonctions. Exactement. Très bien. Une machine à calculer. Est-ce qu'une droite est une machine à calculer? Non, Non? Bah non. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe dans une machine ou dans un programme? Vous allez avoir une entrée et vous allez avoir une sortie. C'est le même principe. D'accord? Donc, vous allez entrer un nombre dans cette fonction, qu'on appellera une fonction. D'accord? Et derrière, à la sortie, on aura un résultat numérique. D'accord? Donc, l'entrée, bah, en fait, nous, on va symboliser une fonction par une lettre, petit f, ou petit h, ou petit g, etc. Ça, c'est le nom de la fonction. D'accord? Il n'y a pas de x là-dedans, là, hein. Une fonction, elle s'appelle f, h, g. Maintenant, je prends un nombre quelconque que j'appelle x, ou que j'appelle y, T ou A ou tout ce que je veux, mais souvent on l'appelle X. Il rentre dans la machine, il sort. On a un résultat
associé à x par cette fonction f ou h ou g qu'on appellera f de x. D'accord? Donc ça, c'est l'image de x par la fonction Mmh. f. D'accord? Parfois, on connaît l'image et on voudrait remonter à la source pour chercher le nombre L'antécédent. qui a donné cette image. Bah, on va l'appeler L'antécédent. l'antécédent. Il y en a un ou Antécédent. plusieurs. Donc l'image, celle-là, est unique. On ne peut pas en avoir deux. D'accord? OK? Donc quand un nombre y rentre, il va sortir. On va avoir l'image, une seule image. Pas deux résultats possibles. D'accord? Une opération de calcul, est-ce qu'on peut avoir deux résultats possibles? Non. 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 Donc l'image est unique. Par contre, on peut faire des calculs différents et arriver à un même résultat. Ça peut arriver. D'accord? Et donc, on peut avoir plusieurs antécédents. D'accord? Donc, l'antécédent, c'est x. Donc, antécédent, on ajoute un s, il peut y avoir plusieurs. D'accord? Il peut y avoir plusieurs. Pas forcément, mais on peut. Donc, voici comment on peut définir une fonction. D'accord? Voilà. Et puis, on a plusieurs types de fonctions. On va essayer de les classer par type. Nous, on en verra deux types de fonctions, hein, la fonction affine et la fonction dite linéaire. Après, les fonctions, il y en a une infinité, ça ne s'arrête pas. D'accord? Ça ne s'arrête pas. C'est un domaine très, très, très vaste. C'est un champ d'études immense, infini. D'accord? Mais vraiment, il y a au moins 1000 théorèmes sur les fonctions. OK? Alors, on va revenir Mmh. maintenant à les fonctions. Donc, les fonctions, on peut les représenter, on va avoir une représentation graphique. Ça peut être une droite ou une courbe. Ici, vous avez un cercle, une ellipse. Voilà. Ici, c'est une ellipse, on peut voir un cercle, pourquoi pas, hein. Donc, ça s'appelle une représentation graphique. On verra cas par cas comment les traiter. Chaque fonction, on peut la représenter, en tout cas pour la tracer, on passera par un tableau de valeurs. Donc, ce que vous avez appelé tableau tout à l'heure, en fait, c'est un tableau de valeurs. Donc là, on va mettre sur la première ligne, on en fera des tableaux de valeurs, hein. Première ligne, certaines valeurs de x. On va les injecter dans la fonction. Ici, elle s'appelle g. On va calculer les images. Et donc, on obtient un tableau de valeurs qui nous permettra de tracer une fonction. OK, donc voilà, ça s'appelle un tableau de valeurs. Ensuite, différent, donc j'ai parlé de vocabulaire antécédent, ce qu'on injecte, l'image qu'on récupère. Donc, on a un deuxième tableau de valeurs et on va tracer des graphiques. Le graphique, on va le tracer dans un repère. On va en tracer un tout à l'heure. Donc, le repère, c'est deux axes. On l'appelle orthonormé quand les axes sont orthogonaux. En général, nous, on aura toujours un repère orthonormal, c'est-à-dire les axes vont être orthogonaux et on va avoir sur l'axe des abscisses des graduations, donc une unité ici et là aussi, donc là, ce qu'on appelle la norme. Et donc, on a représenté cette fonction qui est une droite. Ici, c'est une fonction linéaire dans un repère. On verra comment le faire. OK? Voilà ce qu'il faut savoir pour le moment. Bon, alors sans tarder, on va commencer par tracer. D'abord, on va classer, on va avoir deux fonctions qui vont nous intéresser. Donc, le premier type de fonction qui est général, on va parler de fonctions, les fonctions affines. Alors, les fonctions affines ou la fonction affine, alors c'est quoi comme fonction? C'est une fonction qui va s'écrire donc sous cette forme-là. Donc, à x, on va associer une image du type a fois x plus b. On dira que f est une fonction affine parce que son expression algébrique est sous la forme de a fois x plus b. Alors, a et b, c'est ce qu'on appelle des coefficients. Donc, a, ici, ça s'appelle un coefficient. On va voir ce que c'est. Et ici, un b, un deuxième coefficient. Donc, je donne un exemple d'une fonction affine.
par exemple, la fonction f de x égale moins 2x plus 1, eh bien, c'est une fonction affine. Pourquoi? Parce qu'elle est écrite sous la forme de a fois x plus b, avec a égale ici, et b égale à quoi? A moins égale à 2. -2. Voilà, a égale moins 2, et b égale 1. Donc, on va justifier par ce fait, on va dire que cette fonction-là est une fonction affine. Point à la ligne, d'accord? On va essayer de tracer cette fonction, d'accord? Donc, pour la tracer, on va commencer par faire un tableau de valeurs. Pas très compliqué à faire. Alors, je vais te préparer un repère. Alors, un tableau de valeurs, donc j'ai dit tout à l'heure, donc c'est un tableau qui va être représenté par deux lignes. La première ligne, c'est là où on va écrire x, les valeurs de x, et là, les images de x. On va prendre quelques points. Je vais prendre par exemple 0, 1, moins 2. Voilà, 3 points. Ça va me générer 3 points. Voilà. Donc là, je suis en train de faire un tableau de quoi? De valeur. De valeurs. C'est les valeurs de la fonction. Pour ces points-là. D'accord? Un tableau de valeurs. Alors, f de 0, c'est combien? 1. C'est 1. C'est moins 2 Oui, fois 0 ça fait 0 plus 1 plus 1. 1. Donc ça s'annule, il va me rester 1. Donc f de 0, c'est 1. F de 1. Moins 2 fois 1 plus 1. Moins 1. F de moins 2. Ah, pareil, hein, moins 2. Moins 2 Attention. fois moins 2. Oui. Ça fait 5. Donc là, attention, ça donne un positif. Fois, donc moins 2 fois 2, ça donne, moins 2 fois moins 2, ça donne 4. Plus 1, ça fait 5. Voilà, j'ai mes 3 points. Alors maintenant, je vais passer au repère. Alors, je vais tracer un repère. Donc un repère, ce sont deux axes. Hein. Voilà. Ouais, je ne vais pas faire un truc assez grand. Hein. C'est juste pour comprendre en fait comment on trace. Donc ici, je vais représenter l'axe des abscisses. D'accord. C'est là où on lit aussi les antécédents. Hein. D'accord. Et là, les images de la fonction, donc f de x, donc c'est les ordonnées. L'axe des ordonnées. Donc là, sur cet axe-là, je lis les images. Et sur cet axe, je lis les antécédents. Il ne faut pas mélanger antécédents et images. Alors, maintenant, je vais graduer mes axes. Donc ici, c'est l'origine du repère. Je ne vais pas mettre une croix pour ne pas confondre. Donc là, c'est l'origine, 0, 0. Là, c'est 1. Je prends une graduation égale à 1. Voilà, enfin un carreau, hein, côté d'un carreau. Alors, maintenant, je vais placer mes points. L'image de 0, c'est 1. Donc, je commence à me positionner sur l'axe des abscisses. 0 est ici. Son image, c'est 1. Donc, je place mon premier point. Le point d'abscisse 0 est d'ordonnée 1. Maintenant, je vais placer le deuxième point. 1, moins 1. 1, mon abscisse, et moins 1. Donc, il va être ici. Le deuxième point, moins 2, moins 1, moins 2. Mon abscisse, d'accord, ici c'est moins 2. Et l'image, c'est 5. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, qu'est-ce qu'on remarque sur les 3 points que je viens de mettre là? Ils sont alignés. Très bien, ils sont alignés. Alors ça, c'est pas un hasard, c'est pas un coup de chance, hein, c'est pas du hasard. Hein.
c'est une propriété de la fonction affine. Sa représentation graphique, c'est forcément une droite. OK? Et quand je dis une droite, je vais prolonger, je dépasse, hein, donc elle continue son chemin là. Hein. Bon, c'est difficile pour moi de le faire, mais voilà. Donc c'est une droite. La représentation graphique d'une fonction affine est forcément une droite. D'accord? Donc, pour tracer une droite, il nous faut combien de points? 2. Moins 2 points. 2. Alors moi, j'en ai pris 3. Ça permet de vérifier qu'on ne s'est pas trompé. D'accord? Donc 2 points pour tracer la droite et le troisième pour vérifier qu'on est bien sur la bonne droite. C'est bien d'en mettre 3. OK? Bon, bah voilà. Alors, maintenant, on va continuer les définitions, parce qu'il y en a pas mal. N'oubliez pas la fonction qu'on a tracée. On a tracé la représentation graphique de cette fonction. Alors, les points que j'ai entourés en rouge ici, A et B. Alors, le B, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Le B, là, B, et on a dit que c'était égal à 1, c'est l'ordonnée à l'origine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est l'ordonnée quand l'origine est égale à 0, quand x égale à 0. D'accord? Bah, quand x égale à 0, je lis 1. Donc, le 1 ici, on lit directement le B là. Directement. D'accord? L'ordonnée à l'origine se lit par une lecture, se trouve par une lecture graphique. L'intersection avec l'axe des ordonnées. Alors, le A. Le A, c'est ce qu'on appelle... Alors, est-ce que vous avez le nom du A? Coefficient directeur. Ouais, ou bien la pente, donc il a deux noms. La pente de la droite ou le coefficient directeur. D'accord? C'est pareil. Le coefficient directeur. Alors, il est négatif dans ce cas-là. Vous voyez, on a un coefficient directeur négatif. Donc, moins 2 est négatif. D'accord? Donc, si A est négatif, donc si A est négatif, on dit que F est décroissante. Vous voyez? Ça veut dire quoi décroissante? Vous voyez, elle a une pente négative en fait. Si vous avancez, vous allez être obligé de descendre ici. Vous voyez? On descend, comme des escaliers. D'accord? Si A est positif, F sera croissante. 60. Donc si A est positif, on aura une fonction F et croissante. Et croissante, elle sera dans ce sens-là. Donc vous allez monter les escaliers. Pour monter, là, vous allez monter, vous voyez? Donc ça, c'est une fonction croissante. Donc, si A, je vais l'écrire proprement, si A est négatif, c'est le cas de notre graphique, ici, de notre fonction, f est décroissante, et si A est positif, la fonction f est croissante. Donc là, on est dans les définitions du cours. OK? On verra avec les exercices comment déterminer A. D'accord? Pour l'instant, on est dans les généralités. Donc là, si en fait, si notre fonction ne passe pas par 0, c'est toujours une fonction affine. Une fonction affine, C'est elle une ne passe fonction jamais affine, par même 0. si elle passe par 0, et c'est une fonction affine quand même. D'accord? Si elle passe par 0, le b sera égal à 0. D'accord? Le b est égal à 0. D'accord? Ça s'appellera une fonction linéaire. La fonction linéaire, c'est ce que je vais voir avec vous après, c'est un cas particulier d'une fonction affine. D'accord? Une Ok. fonction linéaire, c'est une fonction affine avec b égale à 0. C'est pas gênant. C'est pas, Ok. faut pas dire qu'elle n'est pas affine, quoi. Je veux dire, elle reste affine avec b égale à 0. On aura les mêmes propriétés. D'accord? Eh ben, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va voir maintenant le cas d'une fonction linéaire. D'accord? Ça sera pareil. Il n'y a que le b qui va être égal à 0. D'accord? Et du coup, on va appeler ça linéaire. Bon, voilà, c'est. Appelez, voilà, vous restez sur les définitions, mais pour moi, une fonction affine, une fonction linéaire, c'est une fonction affine avec a égale à 0. Une linéaire n'est pas affine, mais une affine est linéaire. Vous voyez, on ne voit pas les choses de la même manière quand on fait des maths. Donc, fonction linéaire. Donc, c'est les fonctions qu'on aime bien parce qu'elles sont simples.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction linéaire? Bon, son écriture algébrique, elle va être simple. Elle va être C'est du f de type x, f de f x, de x égale à a X. fois x. Voilà, ax. D'accord? Et c'est pareil, donc a, c'est le coefficient directeur ou la pente. D'accord? S'il est positif, la fonction est croissante. S'il est négatif, la fonction est décroissante. On va prendre un cas d'une fonction. Tout à l'heure, on a pris une pente négative. Là, on va prendre une pente positive. Allez, 2x. Tableau de valeur. Donc, pareil. X, première ligne. Et f de x pour la deuxième ligne. Donc, je vais prendre des exemples. 0, 1, moins 1. C'est moi qui choisis les valeurs, hein, il n'y a pas de contrainte ici. Alors, f de 0. F de 0. 0. Comme ça 0. fait 0, a fois 0, c'est 0. 2 fois 0, c'est 0. D'accord? Et là, je vais le mettre en rouge, celui-là. Parce que la fonction affine, toute fonction affine, elle va passer par ce point-là de coordonnées 0, 0. C'est l'origine du repère. La différence avec la fonction affine où le b, là, hein, c'est le fameux b qui est égal à 0, là. Hein. Donc le b qu'on a fait tout à l'heure, là, ce b-là, est là égal à 0, donc il va être là. Donc forcément, la droite, elle va passer par l'origine du repère. Pour ça, je vous ai dit que c'est un cas particulier d'une fonction affine. Donc ce point-là, c'est lui qui va dire qu'on est dans le cas d'une fonction linéaire. D'accord? F de x égale à a fois x. L'ordonnée à l'origine est nulle. L'image de 1, 2 fois 1, La c'est 2, 2. ça fait 2. L'image de moins 1, 2 fois moins 2. moins 1, moins 2. Voilà. Donc là, allez, on va peut-être tracer rapidement. Voilà notre graphique. Donc pareil, deux axes. Ici, les images. Là, on va mettre les x. Et je vais graduer 1, 1. Ici, c'est donc 1. Donc forcément, de l'autre côté, c'est moins 1. Ici, c'est 1. Forcément, en dessous, c'est moins 1. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est tout à fait évident. Donc le premier point, c'est le point de coordonnées 0, 0. C'est ce que je vous ai dit. Donc l'origine du repère. On passe par l'origine du repère. 1, 2. 1, 2. Donc 1 en abscisse et je monte de 2. Et voici mon deuxième point. Moins 1, moins 2. Donc moins 1 est ici. Je descends, moins 1, moins 2. Voici le deuxième point. Enfin, le troisième point. Et donc, du coup, ça y est, j'ai fini. Je trace ma droite. Pas forcément une droite, puisque je vous ai dit, c'est un cas particulier d'une fonction affine. C'est encore une droite. D'accord? Voilà, donc je vais essayer de faire ça bien. Et voilà, on passe par l'origine du repère. Donc, quand on est dans le cas d'une fonction linéaire, la représentation graphique, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Je vais marquer le rouge. Donc, on obtient une droite qui passe par l'origine du repère. Alors, ça, c'est typiquement le cas d'une situation de proportionnalité. D'accord? Nous sommes dans le cas d'une situation de proportionnalité. OK? Il faudra retenir ce mot-là. On a proportionnalité quand on a une fonction affine. Bah, c'est simple, pourquoi? Si vous n'achetez rien, vous ne payez rien. D'accord? Si, dans le cas ici, regardez, j'ai rien acheté, mais j'ai payé 1 €. Donc, ça n'est pas un cas de proportionnalité. D'accord? Ici, ça n'est pas un cas de proportionnalité. Donc, un cas de proportionnalité, 0 renvoie 0. D'accord? Et
on obtient même le A directement. Le A ici qui est égal à 2, c'est tout simplement le coefficient de proportionnalité. Vous voyez, moins 1 fois 2, c'est lui, le A. Oui. D'accord? C'est notre coefficient directeur, mais aussi coefficient de proportionnalité. C'est le même. D'accord? Ok. On le lit directement ici aussi. L'image de 1, ça vous donne directement A. L'image de 1, c'est A. D'accord? Donc, dans le cas d'une fonction linéaire, f de 1, c'est toujours égal à A, ce fameux coefficient directeur. Bon, j'ai été très vite, mais voilà, vous avez le temps je vous encourage à reprendre la vidéo, à bien maîtriser le vocabulaire. En fait, c'est parce que je veux qu'on fasse des exercices. Donc ça, c'est la partie cours. D'accord? J'espère que ce sont des rappels et pas des nouveautés, mais je pense que c'est des rappels, hein. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de dire? Jusqu'ici, non. J'ai pas Oui, pour entendu. moi, Oui. qu'est-ce qui nous attend au concours par Alors, rapport à ce cours? ce qui vous attend en concours, c'est de savoir lire les coordonnées, d'accord? Antécédent image. C'est reconnaître une fonction linéaire. Une fonction linéaire, c'est une fonction écrite sous la forme de a fois x. Si vous avez l'expression, vous savez que c'est une fonction linéaire. Et si vous avez sa représentation graphique, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Tout de suite, je vois que c'est une fonction linéaire. Contrairement à la fonction affine, qui n'est pas linéaire, elle, du fait que b n'est pas égal à 0. OK? Voilà. Oui. Et maintenant, on va prendre le cas général d'une fonction. Alors, j'ai dit tout à l'heure que les fonctions, il y en avait plein. Et là, on n'a vu que deux familles de fonctions, les fonctions affines et linéaires. Maintenant, je peux facilement tracer une fonction quelconque, la représentation graphique d'une fonction quelconque, par exemple celle-là. Voilà. Ça, c'est une fonction. Mais nous, monsieur, au concours, on peut être interrogé que sur la fonction linéaire et Ah affine. non? Ah non. Même les quelconques aussi? Bah oui, si je D'accord. vous le montre, c'est que c'est le cas. Est-ce que ça va changer quelque chose? Pas du tout. D'accord? Admettons, ici, je représente, par exemple, alors là, moi, je vais effacer ce bout-là. Je vais vous dire que là, je représente, je sais pas moi, un phénomène particulier physique qui est représenté par cette courbe. Est-ce que Et ça va me déranger? La réponse est non. comment on la Donc, définit, la fonction quelconque? c'est-à-dire, elle est là. Elle Bah, est pas quelconque. Maintenant, je la connais, je la vois. Donc ça, c'est sa représentation. Je peux l'appeler F ou G. Allez, tiens, je vais l'appeler G. Et je peux vous dire, par exemple, ben voilà, ça c'est l'axe des ordonnées, donc ça reste toujours. Donc ici, vous lisez les images, hein, donc là c'est G de X. Ici, vous lisez les X, et puis on va vous dire, bah, déterminer G de 1. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais venir dans mon repère, regarder 1 où ça tombe. Bon, il est là. Et je vais essayer de lire l'image de 1. Donc vous montez, d'accord? À la règle, hein. Alors, on va peut-être le faire correctement. Et vous allez lire l'image, d'accord? ok. Ok. Et vous laissez apparent les traits de construction sur votre feuille. En général, on vous laisse l'annexe, hein, à rendre avec la copie, et vous allez lire ici. Par exemple, ça tombe, je sais pas, ça tombe à 2,5. Ici, la graduation 2,5. Bah, je vais dire G de 1 égale 2,5. OK? Ok, ok, oui. Donc, le seul cas voilà, c'est une lecture graphique. Maintenant, on peut vous dire, bah, tenez, bon là, je vais rajouter des graduations par contre. Je vais mettre ici 1, ici 2. Je vais dire que ça, c'est 3,5. Tiens, 3,5. Ici, c'est 3. 1, 2, 3. D'accord. On peut vous demander de trouver les antécédents. On va faire des exercices derrière, hein. Donc là, je fais des exercices improvisés, hein, de 2. Ça veut dire quoi les antécédents de 2? On est en train de chercher les x
Les images? Ah non, les antécédents. D'accord? Ah, le 2, c'est l'image. Et on On est cherche en train de... l'antécédent. Voilà, donc le 2, c'est l'image. On est en train de chercher les x tels que g de x égale 2. D'accord? Donc en fait, on est en train de remonter en arrière. On cherche le x là. Bah, c'est pas plus compliqué. Ah, Vous je prenez, sais. vous Se prenez place votre à 2. règle, On se vous place tracez à 2. l'horizontale, vous Oui. tracez la droite horizontale qui passe par 2. Et on voit D'accord? qu'il y a 3 antécédents, là. Voilà, vous voyez ici, on coupe combien de fois? 3 3 fois. fois. Donc vous Oui. coupez là, donc, et là, et là. Et là, je vais lire les images, les antécédents, pardon, de chaque. Donc, bien sûr, vous faites ça en pointillé pour ne pas surcharger votre copie. D'accord? Vous voyez, c'est juste une lecture graphique. Hein. Il n'y a rien de méchant. Et les antécédents, vous allez les lire là. Donc, peut-être que ça, c'est peut-être moins 2, je ne sais pas, environ. Hein. Là, c'est peut-être 4. Et là, c'est peut-être 7,5 environ. Hein. Donc, je vais dire quoi? Je vais faire ma phrase. Je vais dire les antécédents De 2 sont de 2 sont moins 2. environ, parce que là, je l'ai déterminé peut-être avec une précision à peu près, hein, donc environ moins 2. 1, on va dire qu'il est tombé pile. 4 et environ 7,5. quoi? 7,5. Donc j'ai combien d'antécédents? 4. J'en ai 4. 1. Pourquoi j'en ai trouvé 4? 3, il 3. n'y a pas de 1 Il n'y en a, fait. il y a pas de 1 là. Pourquoi j'ai rajouté 1 là? Donc voilà. Donc 2, moins 2, environ moins 2. 4 et 7,5. OK? On peut vous demander peut-être éventuellement le nombre d'antécédents. Ben voilà, vous allez dire il y en a 3, quoi. Hein. OK? Ça peut être aussi une résolution de l'équation. On vous dit de résoudre graphiquement g de x égale 2. Ça revient à chercher les antécédents graphiquement. D'accord? Qu'est-ce qu'on vient de Oui, faire c'est là? vraiment bien expliqué. C'est vraiment Là, bien expliqué. je te remercie. Donc là, on a cherché les x, donc on a résolu l'équation, on a fait une résolution graphique. Aucun calcul. Alors souvent, on fait la résolution algébrique et ensuite derrière, on demande une résolution, comment on appelle ça, graphique. D'accord? Bon, on va passer aux exercices. Alors, passons aux exercices. Voilà, on va faire quelques exercices. On va commencer par des exercices simples, comme à chaque fois. Et après, derrière, on monte un petit peu en puissance. Allez, premier exercice. Voilà, c'est l'exercice 1. Vous avez 3 questions. On va commencer par ces deux-là. Allez, je vous laisse lire et me trouver cette réponse. Prenez le temps de lire la question. Hein, parce souvent, on se mélange les pinceaux entre abscisse et ordonnée, ordonnée, abscisse. Entre antécédent et image antécédent aussi. Alors, première question, on vous dit que f est la fonction linéaire qui, à 11, renvoie 66, qui est associée à 11, 66. Autrement dit, l'image de 11, c'est 66. Autrement dit, f de 11 égale 66. Donnez l'expression de f. Comment on va faire? Ben, on sait que 66, c'est A fois X, en fait. Oui, on sait que la fonction est Et linéaire. du coup, On sait que la fonction f est linéaire. F est linéaire, donc, si elle est linéaire, donc elle va s'écrire sous la forme de A A fois fois X. Ah, X. C'est ça. Donc, il suffit de déterminer A.
Du coup, Ah, là, x, on sait 6. que c'est 11. Ah oui. Ah, c'est 6. Parce qu'on sait que, comment je trouve le A? Bah, f de 11 égale 66. Bah, 66 divisé par 11. Vous voyez? D'accord? Donc ça, bon, quand vous divisez AX par X, pardon, vous trouvez toujours A. C'est normal, hein, si X n'est pas égal à 0. Donc, si c'est une fonction linéaire, ben, il faut multiplier 11 par 6 pour avoir 66. Donc, notre fonction, elle s'écrit tout simplement 6 fois x, donc 6x. Voilà. La seule information qu'il fallait bien lire ici, c'est la fonction linéaire. OK? Deuxième question. La droite représentant la fonction linéaire g, comment on voit que c'est une fonction linéaire? Elle Ça passe passe par par 0. 0. Très bien. D'abord, c'est une droite, hein, obligatoirement, hein, parce que celle-là, elle passe bien par 0. Hein, parce que c'est une fonction linéaire? Pas du tout. Il faut que ça soit une droite. Hein. Donc, c'est une droite d'abord, et qui passe par l'origine du repère, donc c'est une fonction linéaire. OK. Qui passe par le point de coordonnées 7, moins 21. Calculez l'image de moins 9. Donc, c'est une fonction linéaire. Est-ce que je peux trouver le A? Ben, on va se servir C'est de moins 7 21 divisé moins par 7. 21. Eh oui. Donc, fonction linéaire, c'est forcément g de x égale a fois x. Le a, je sais que à 7, je renvoie moins 21. Donc, votre a, c'est forcément l'image divisée par. Donc, moins 21 divisé par 7, donc c'est-à-dire Moins 3. moins 3. Ça, j'ai le droit de le faire que quand dans le cas d'une fonction linéaire. Hein. Attention, hein, fonction affine, je ne peux pas faire ça. OK? Donc, ma fonction g, en fait, devient quoi? Devient g de x égale moins 3x. Donc, j'ai son expression algébrique. Maintenant, est-ce que je peux calculer l'image de moins 9? Bah, l'image de moins 9, c'est g de moins 9. Ouais, c'est... ouais. Donc, moins 3 multiplié par Moins 3. moins 9. D'accord? Hein? On remplace juste le x par sa valeur. Hein. L'image de x, c'est moins 3 fois x. L'image de moins 9, c'est moins 3 fois moins 9. Oui. Qui nous donne 27. 27. 27. Voilà. OK? C'est bon? Oui, c'est OK. Allez. Question 3. Je vous laisse la faire seule. Il faut d'abord digérer le vocabulaire et 2-3 techniques de calcul, et ensuite on passera aux exercices un peu plus fournis. Est-ce qu'on peut corriger le 3? Oui. Oui. Alors, on a encore une fois une fonction linéaire. D'accord? H.
qui passe par le point de coordonnées 19, 190. On voit au passage que c'est une fonction croissante. Hein, j'ajoute encore des informations. Pourquoi? C'est l'histoire que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, on monte là pour rejoindre la droite. On monte, donc c'est croissant. Hein. Une droite croissante, elle va être tracée vers le haut. D'accord? Si elle était décroissante, elle serait dressée vers le bas. Vers le bas. OK? Donc, quand je dis vers le bas, c'est-à-dire on commence la lecture de gauche à droite et on voit, en fait, on descend là. Hein, alors que l'autre, de gauche à droite, on peut que monter. Rejoindre la droite toujours. Ensuite, donc, ça, on ne vous le demande pas, mais c'est... Donc, passe par le point de coordonnées 19, 190. D'abord, la fonction h est une fonction linéaire. Donc, elle va s'écrire sous la forme de h de x. L'image de x, c'est la pente multipliée par x, c'est-à-dire ax. Et on sait que l'image de 19, c'est 190. Donc, a, c'est forcément égal à 190 Sur 19. par 19. 19. Et ça fait 10. Ça c'est 10. Donc, ma fonction h, c'est h de x égale 10x. Elle prend un nombre. Cette machine a calculé, en fait, programme de calcul, il prend un nombre et il le multiplie par 10. OK. Alors maintenant, on me demande de trouver l'antécédent de moins 70. Alors attention, hein, ce n'est pas l'image. On ne vous demande pas de trouver h de moins 70. C'est 8? Ça c'est l'image. Comment? Non, je demandais si c'est 8. Non. Mais je suis tombée dans le piège. Non, parce ouais, là, il ne faut pas tomber dans ce piège d'abord. Ça, c'est l'image. On vous demande l'antécédent. Moins 7. Voilà, parce que tu as essayé de le déterminer graphiquement. Ah, mais j'ai trouvé moins 7 aussi. On ne te demande pas de le déterminer graphiquement, on te demande de calculer. Il y a un calcul à faire. Alors, c'est quoi le calcul? Quel est le x? Quel est le x? Quel est le x ici qui va me donner 70 ou moins 70? Ben moi, j'ai juste fait h de x égale moins 70 sur 10 égale moins 7. Alors, il faut écrire l'équation. Donc, vous Il faut voyez ce que j'ai écrit 10x ici? égale Voilà. moins Je 70. cherche le x qui renvoie moins 70, mais h de x, c'est 10x. Donc, il faut d'abord écrire que 10x égale à moins 70. D'accord? Et donc, maintenant, c'est une équation très, très simple. Pour trouver x, on va tout simplement diviser par 10. ce coefficient qui est la pente, en fait. Hein, moins 70 divisé par 10. Et on va trouver moins 7. On peut le vérifier graphiquement, d'accord? Mais sauf que la précision du graphique ne permet pas de le faire. Vous voyez? Donc ici, je n'ai pas la graduation 70. Si j'avais 80, je l'aurais trouvé. 80, c'est facile à lire. 80, c'est 8. D'accord? Mais là, on a fait exprès de vous donner quelque chose que vous ne pouvez pas déterminer graphiquement, avec précision. Vous voyez? OK? Si j'avais moins 80, bah, moins 80 sur 10, c'est moins... C'était moins 80, là, j'ai lu 80, moi. Donc, c'est moins 80, pardon. Donc, on était dans le négatif. Donc, moins 80, c'est moins 8. OK? Oui. Voilà ce type d'exercice. Il faut savoir, en fait, là, éviter les pièges, images antécédents. Et surtout, de bien déterminer votre pente avant et de bien lire l'énoncé avant de vous lancer. OK, bah, si on calculait l'image de moins 70, tiens, pour juste montrer que ça n'a vraiment rien à voir. Donc, h de moins 70, l'image de moins 70, c'est 10 fois moins 70. J'ai plus de... Mince. Voilà. 10 fois moins 70, qui va me donner combien? Moins 700. Vous voyez qu'il n'y a rien à voir avec le moins 7 qu'on a trouvé, quoi. Ah, ok. Oui, c'est vrai. Alors, on Bah a oui. fait une division et là, c'est une multiplication. Voilà. Donc, lisez bien l'énoncé. Qu'est-ce qu'on vous demande? Est-ce qu'on vous demande l'antécédent ou l'image? Si on vous demande l'antécédent, c'est le x qu'on est en train de chercher. Si on vous demande l'image, bah, c'est h de x qu'on est en train de calculer. D'accord? L'antécédent, c'est toujours une équation.
Quand ce n'est pas graphique, hein, quand ce n'est pas une recherche graphique, une détermination graphique. Quand ce n'est pas une détermination graphique, c'est forcément une petite équation. D'accord? Ok. Allez, on passe au 4. Essayez de rédiger, ça fait du bien ça fait du bien de rédiger. Ça fait partie par la rédaction. Les mathématiques, c'est de la rédaction aussi. Hein. Faut être clair. Hein. Bon, le 4, il est facile, hein, je suppose. J'ai trouvé moins 8. 8 pour le 4. Moi, j'ai trouvé ça après. Alors, on sait que c'est une fonction linéaire. Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'on a l'expression de la fonction? Là, ben, on a I de 21 Oui. égale moins 168. Donc, A égale à combien? Moins 8. Voilà, donc on va faire moins 68 divisé par 21. 21. Ça nous donne moins 8. Voilà, très bien. Donc, I de X, c'est bien moins 8X. Une fois que vous avez l'expression, c'est terminé. Voilà. Donc, image de moins 7, donc c'est bien l'image dont il s'agit. Donc, I de moins 7 égale moins 8 fois moins 7, et j'obtiens 56. C'est bien ça? Oui. Bon, la 5. Bah, la 5, c'est encore plus simple, on a tout. On a la fonction j, vous voyez, des fonctions, c'est toujours des lettres en minuscules. Hein. D'accord? Quand vous écrivez une fonction, mettez bien une lettre en minuscule. Les majuscules, c'est pour d'autres types de fonctions. D'accord? Bien respecter les minuscules et les majuscules. Donc, j de moins 10, c'est l'image qu'on nous demande de chercher. Donc, l'image de moins 10, qu'est-ce qu'elle renvoie à la fonction j quand j'injecte moins 10? Combien? Qu'est-ce qu'elle renvoie comme résultat? Alors, Moins 70. Ouais. Bah, 7 fois, on remplace x par moins 10, et on obtient moins 70. Voilà. Allez, on laisse la 6. On a une fonction linéaire qui s'appelle k cette fois-ci, qui passe par le point de coordonnées 19 moins 171. Donnez l'expression de k, de la fonction k, ou de l'expression k de x. Donc on est d'accord qu'il faut d'abord trouver le le A. a. Et moins 9. Voilà, donc moins 171 sur 19, et vous trouvez moins 9. D'accord? C'est toujours Oui. donc le deuxième sur le premier. D'accord? AX sur X. Et donc, ça y est, on a l'expression de K. OK? Oui. Donc, voilà pour la première série d'exercices sur les fonctions linéaires. Du coup, hein. Il y a pas, c'est très facile. C'est très facile à faire. On passe. Alors, on va finir peut-être celui-là et on laisse les autres pour la prochaine fois. Le 7, on vous demande l'antécédent de 63 par la fonction L. Attention, on parle bien d'antécédent. Pour la fonction M, c'est une fonction linéaire.
tel que m de 7 égale à moins 63, et on cherche l'antécédent de moins 36. Là, ceux qui sont dyslexiques, à mon avis, ça va les troubler. Parce qu'un coup, on vous montre moins 63 et on cherche l'antécédent de moins 36. Alors là, ça peut générer de la fatigue. Alors pour le 7, combien vous trouvez? 7. 7. C'est au pif. Et comment je vais rédiger? 9 égale à 63. Voilà. Donc vous écrivez votre équation. Donc je suis en train de chercher le x tel que L de x égale 63. Bah, L de x, c'est quoi? C'est 9x. Donc je cherche x tel que 9x égale 63. Et ben ça, c'est la même chose que les doubles flèches, vous n'êtes pas obligé de les écrire. X égale 63 divisé par 9, ce qui nous donne 7. Donc ça, c'est la rédaction. OK? Oui. Et si vous vérifiez, bah, ça marche aussi, 9 fois 7, 63. Mais essayez de rédiger, ça fait toujours du bien. Donc quand il y a un antécédent, il y a forcément une petite équation à écrire et à résoudre. M est une fonction linéaire. Et on sait que l'image de 7 égale à moins 63. Donc je peux écrire déjà que ma fonction M renvoie à quelque chose sous la forme de a fois x, puisqu'on est proportionnel. Eh bien, si je veux trouver a, donc celui-là, il renvoie à celui-là. Hein? Ça donne moins 9. Voilà, moins 63 divisé par 7, moins 9. Donc, m de x égale moins 9x. Alors maintenant, quel est l'antécédent de moins 36? 4. 4. Oui. Qu'est-ce que je dois écrire? Moins 9x égale à moins 36. Voilà, c'est ça. Je suis en train de chercher ce x-là, tel que moins 9x égale moins 36. Du coup, ça donne moins 4. 4. Puisqu'on va diviser par moins 9. C'est égal à moins 36 divisé sur moins 9. J'ai fait diviser par 9. C'est pour ça que ça m'a pas... Donc, ce qui va nous donner 4. Et je vous invite toujours à vérifier l'image de 4. Ben, moins 9 fois 4, c'est moins 36. J'étais en train de regarder celui-là. OK? Donc, c'est bien 4. Donc, on écrira l'antécédent de moins 36, c'est forcément 4. OK? Voilà pour cette séance sur les fonctions linéaires, fonctions affines, mais ça reste qu'une première séance. Je pense qu'on en fera une deuxième. Et la deuxième, on tablera sur des exercices type CRPE, mais on fera également des exercices un peu plus compliqués, où il faut aller chercher le calcul dans le cas des fonctions affines pour trouver le A, c'est-à-dire la pente, par le calcul. D'accord? Ce sera des exercices limite, on est à la limite du programme, mais bon, c'est bon de le voir faire au moins une fois. C'est bon de le faire au moins une fois pour bien le sentir. D'accord? Mais je pense qu'on est à la limite du programme, c'est-à-dire si on vous pose ça, c'est compliqué. OK, donc on fera ça, donc pas la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, vous passerez votre deuxième sujet blanc. On le fera donc la semaine d'après. Et donc j'ai dit quelle date, là, je ne me rappelle plus, j'ai dû prendre des notes. Le 5 mars. Le 5 mars, c'est le sujet CRPE blanc. C'est le 12. Le 12 mars, on fera une deuxième séance sur les fonctions, donc pour compléter cette séance-là. Ça marche. Voilà pour ce soir. Je vous en prie. Je vous dis passez une très bonne soirée. Bonne révision. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir.